Cette deuxième partie du cours sur les équations différentielles, on va s'intéresser ici aux équations différentielles, toujours linéaires, mais du second ordre. Mais dans un cadre bien précis cette fois, qui est celui des coefficients constants. Alors, on va commencer par la définition. En fait, ici, ce qu'on va chercher à résoudre, donc c'est l'équation E2, qui est une équation différentielle linéaire d'ordre 2, donc, qui est y seconde plus ay' plus by égale f de t. F sera toujours une fonction continue d'un intervalle I de R dans K, qui est R ou C, pardon. Y, c'est toujours notre inconnu, qui est une fonction ici au moins 2 fois dérivable pour considérer Y seconde. Et la différence avec ce qu'on a fait précédemment, c'est que ici, ce qu'on a devant Y' et devant Y, ce ne sont pas des fonctions qui dépendent de t, ce sont des constantes. C'est pour ça à coefficient constant. On considère, comme pour les équations différentielles d'ordre 1, l'équation homogène, c'est-à-dire la même équation, mais avec le second membre nul. Voilà ce qui m'intéresse donc dans cette vidéo, c'est résoudre ce type d'équation. On va commencer par énoncer la même remarque que dans le cadre des équations différentielles linéaires d'ordre 1, c'est le principe de superposition. En fait, c'est exactement le même résultat que pour les équations différentielles d'ordre 1, c'est-à-dire si j'ai deux équations différentielles dont la seule différence c'est le second membre et que j'ai y1 et y2 qui sont solutions de ces équations, donc j'ai cette y1 qui est solution de cette équation, donc y1 seconde plus a y1 prime plus by1 égale f1, et y2 vérifie la même chose mais avec le second membre f2. Eh bien, d'après le principe de superposition, je vais avoir, si je fais une combinaison linéaire, donc si je prends deux constantes lambda 1 et lambda 2, si je regarde cette fonction-là, elle va être solution de l'équation différentielle dont le second membre, c'est cette fois la combinaison des seconds membres, donc ici, plus lambda, lambda 1 f1 plus lambda 2 f2. Donc c'est exactement ce qu'on avait annoncé pour les équations différentielles d'ordre 1. Et comme conséquence, on va avoir exactement la même chose que pour les équatifs d'ordre 1. À savoir que si l'on connaît une solution particulière, si on possède une solution de cette équation, donc une fonction yp qui vérifie cette équation, eh bien toute autre équation y, si je fais la différence y moins yp que j'appelle yh, elle va être solution de l'équation homogène. Autrement dit, toute autre solution de E, je peux l'écrire comme cette solution particulière que je possède plus une solution de l'équation homogène. Et la réciproque est également vraie, c'est toujours le principe de superposition qui m'aide à démontrer ça. Conclusion, en fait, la résolution d'une équation différentielle linéaire d'ordre 2, on va avoir exactement le même schéma que pour une équation différentielle linéaire d'ordre 1. C'est-à-dire, on va résoudre l'équation homogène, on va chercher toutes les solutions de l'équation homogène, et puis quand on aura ça, il suffira de connaître une solution particulière de E pour pouvoir décrire l'ensemble des solutions de E. Donc c'est ça notre objectif, c'est résoudre l'équation homogène et trouver une solution particulière. On commence donc par s'intéresser à la résolution de l'équation homogène H2. Je vous rappelle que l'équation homogène ici c'est y seconde plus ay' plus by égale 0. Et rappelez-vous, on est dans le cas où ici a et b, ce sont des constantes, donc des éléments de K. Alors le résultat est hyper intéressant, hyper surprenant. En fait, ce qu'on va dire, ce qu'on va énoncer, c'est que les solutions de cette équation homogène, en fait, elles dépendent uniquement des solutions d'une équation polynomiale. Alors cette équation polynomiale, on l'appelle en fait équation caractéristique associée, qu'on va noter EC. Hop. Et c'est celle-ci, c'est r carré plus ar plus b égale 0. C'est-à-dire en fait, c'est comme si dans notre équation, on avait remplacé y seconde par r carré, y' par r et y par r puissance 0, donc 1. Et ce sont les solutions de cette équation polynomiale de degré 2, qu'on sait résoudre au fait, qui va nous donner en fait l'ensemble des solutions de notre équation homogène. Donc vraiment c'est quelque chose de surprenant auquel on ne pouvait pas s'attendre, en fait c'est pas quelque chose que vous pouvez retrouver. On va essayer d'expliquer un peu pourquoi tout à l'heure, pourquoi cette équation caractéristique nous donne les solutions de notre équation homogène. Et pour l'instant, je vais commencer par énoncer le théorème.
Alors, le théorème, on se place dans un cadre qui est, on cherche les solutions à valeur complexe de notre équation homogène. Donc on a A et B ici qui sont des complexes, et on va regarder en fait les solutions de l'équation caractéristique. On note delta son discriminant. Bah, il y a deux cas. Soit le discriminant il est non nul, dans ce cas-là on sait que notre équation caractéristique elle a deux solutions complexes. Donc deux racines complexes associées au polynôme caractéristique de l'équation polynomiale. Et dans ce cas-là, eh bien, les solutions de l'équation homogène, c'est les fonctions, l'ensemble des fonctions de la forme qui à t associe C1 exponentielle R1t plus C2 exponentielle R2t. Alors pensez bien qu'ici R1 et R2, ce sont des complexes. Donc on a ici et ici en fait des exponentielles complexes. Donc on est bien, enfin on a quelque chose qui est à valeur dans C. Et C1 et C2, ce sont deux constantes complexes. Autre chose à noter d'intéressant, c'est que quand vous faites la résolution d'une équation différentielle du premier ordre, eh bien l'ensemble des solutions est paramétré par un paramètre. En fait, on a une constante. Ici, c'est une équation différentielle du deuxième ordre. Eh bien, il y a deux constantes qui vont paramétrer l'ensemble des solutions. Le deuxième cas, c'est le cas où le discriminant est nul. Dans ce cas-là, vous savez que votre équation de degré 2, elle admet une solution. Donc R0, c'est la racine double du polynôme caractéristique. Et dans ce cas-là, l'ensemble des solutions, c'est les fonctions qui à t associent C1 plus C de t exponentielle R0t. Donc on a encore une fois deux constantes qui paramètrent. Et ici, il y a un t qui apparaît en fait. On va comprendre pourquoi un peu avec la démonstration. Donc je vous l'ai dit en préambule, c'est les solutions de cette équation caractéristique qui nous donnent les solutions de l'équation homogène. Et c'est vraiment pas quelque chose qui est là, que vous pouvez comprendre tout de suite comme ça. Je vais essayer de vous faire comprendre un peu d'où ça vient, pourquoi il y a cette équation qui apparaît comme ça, comme par magie. Alors avant toute chose, je vais vous présenter quelque chose de pas rigoureux, mais qui explique d'où elle vient cette équation caractéristique en fait. Donc c'est pas à retenir, c'est juste pour vous faire comprendre comment elle apparaît cette équation, et c'est comme ça que moi je l'avais captée, en tout cas quand j'étais étudiante. En fait, on va généraliser un peu entre guillemets ce qu'on a capté sur les équatifs d'ordre 1. Si je prends cet équatif d'ordre 1 homogène et à coefficient constant, ici si A est une constante, eh bien je connais les solutions. Ce sont les fonctions qui à t associent C exponentielle moins AT avec C une constante. Puisqu'une primitive de A, c'est la fonction qui à t associe à t. Eh bien l'idée en fait ici, c'est de se poser la question, est-ce que ce genre de fonction, c'est-à-dire les fonctions qui à t associent C exponentielle gamma t, avec C et gamma qui sont des constantes, est-ce que ces fonctions, elles peuvent être solutions de l'équation homogène d'ordre 2 ? Donc appelons cette fonction f et posons-nous la question de à quelles conditions elle est solution. Alors plaçons-nous sur R pour éviter de quantifier. F est solution de H2 si et seulement si j'ai ça. Mais alors ici, en fait, j'ai bien une fonction qui est C2, il n'y a pas de problème. Et donc la dérivée seconde de F me donne gamma carré C exponentielle gamma t, plus A gamma C exponentielle gamma t, et plus ici B C exponentielle gamma t. Et on veut que tout ça soit nul. Bien, en factorisant par C exponentielle gamma t, je me retrouve avec ceci. Donc là, ce qu'on comprend, c'est que pour que f soit solution, il suffit d'avoir ça qui est égal à 0. Oui, ce que je viens de dire, c'est que donc, si gamma est solution de... En fait, ici, c'est l'équation caractéristique, là, enfin, r carré plus ar plus b égale 0. Donc si gamma vérifie ceci égale 0, eh bien, par remontée, ici, j'aurai bien ma fonction f qui sera solution de H2. Donc ce que ça me dit, ça, c'est que plaçons-nous dans le cas où le discriminant est non nul. Dans ce cas-là, j'ai deux solutions R1 et R2. Bien, donc ce que ça me dit, ce que je viens de dire plus haut, c'est que les fonctions qui à t associent C1 exponentielle R1t, elles sont solutions, ainsi que les fonctions qui à t associent C2 exponentielle R2t. Elles sont aussi solutions, donc avec C2 une constante. Ok, et bien du coup, par principe de superposition, si je fais la somme là, de ces deux fonctions, eh bien, je vais avoir une solution de l'équation dont le second membre c'est 0 plus 0 d'après le principe de superposition. C'est-à-dire que ces fonctions-là, elles sont aussi solutions de H2.
ok? Donc là, je viens bien de prouver un sens en fait à mon théorème, c'est-à-dire que ces fonctions, elles sont solutions de H2 quand R1 et R2 ici, ce sont les solutions de l'équation caractéristique. Bon, en fait, le théorème, il dit beaucoup plus que ça, il dit que ce sont les seules. Maintenant, ça, on a besoin de faire une vraie démonstration pour le prouver. Dans la suite de la vidéo, je vais présenter justement comment fonctionne la démonstration, les idées de la démonstration qui est dans votre poly. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder la vidéo ou alors même regarder uniquement votre poly. C'est vraiment pour les curieux, c'est pas quelque chose qu'on vous demande de maîtriser, donc pour ceux qui préfèrent passer à la suite, vous pouvez passer directement à la minute 16 pour reprendre la suite du cours. Alors je vais me placer dans le cas où le discriminant est non nul. Donc je sais que l'équation caractéristique, elle a deux solutions que je vais noter R1 et R2. Si je considère une fonction y de classe C2 de i dans C, et en fait ce que je fais, c'est que je vais poser la fonction z qui à t associe y de t exponentielle moins R1t. Donc au lieu de montrer que y solution s'écrit sous cette forme-là, on va essayer de trouver, d'avoir un résultat sur z. En fait, vu ce qu'on attend comme solution pour y, on va montrer en fait que z s'écrit sous la forme C1 plus C2 exponentielle moins R1, qu'est-ce que je fais? Moins R1 plus R2, donc R2 moins R1 plutôt, fois T. En fait, montrer que Y solution s'écrit sous cette forme-là, ben, ça revient à montrer que Z de T s'écrit sous cette forme-là. Donc en fait, c'est ça l'idée, c'est de plutôt travailler sur Z. Pourquoi? Bah parce qu'ici, en fait, on a une constante sans exponentielle, donc on se dit que ça va être plus simple de faire ceci. Alors si vous calculez z' de t et z seconde de t, en fait, à noter que z, elle est aussi de classe C2, puisque y l'est et que bon, l'exponentielle l'est. Si vous calculez ça, c'est assez facile d'obtenir l'équivalence que j'ai écrite ici. Vous pouvez regarder dans le poly. Y est solution de H2 si et seulement si z seconde plus R2 moins R1 z' égale 0. Bien, je me retrouve avec une équation de degré 1 qui est vérifiée par z'. Parce que effectivement, ça, je peux l'écrire comme z' plus R2 moins R1 z' égale 0. Donc en fait, z' est solution d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1 et homogène, laquelle, ben, l'équation y' plus R2 moins R1 y égale 0. Et en fait, ça, ces équations-là, on sait les résoudre. Donc, on a... Alors, en fait, on a z' de t, donc qui est solution de cette équative d'ordre 1, qui va s'écrire sous la forme c exponentielle moins R2 moins R1t. Alors, je viens de me rendre compte qu'en fait, ici, j'ai inversé, c'est R1 moins R2 plutôt. Enfin bon, vous avez compris le principe. Et encore une fois, la démonstration, elle est faite dans votre poly. Hein. Allez-y, allez la voir, attardez-vous dessus. Alors, maintenant qu'on a z' de t, bien en fait, pour avoir z de t, eh bien, il me suffit de prendre une primitive de cette fonction et de lui ajouter une constante. Donc en fait, pour tout t appartenant à R, je trouve la forme de z de t. Ça s'écrit comme une primitive de ceci. Bah, c'est de la forme constante exponentielle moins R1 moins R2t. Hein. Vous pouvez calculer, vous pouvez exprimer cette constante en fonction de C et de R1 moins R2. En tout cas, c'est de cette forme-là. Et plus, du coup, une autre constante que je vais appeler ici K', peu importe. Donc, on a Z de t qui s'écrit sous cette forme-là. Bah, c'est exactement ce que je voulais, en fait. Maintenant, pour réobtenir Y, il me suffit de multiplier par exponentielle R1. Donc, on va obtenir Y de t égale k exponentielle r de t plus k' exponentielle r1t. En fait, c'est comme ça qu'on va réussir à démontrer le théorème. Alors maintenant, posons-nous la question de ce qui se passe si le discriminant il est nul. En fait, qu'est-ce que ça change? Bien, si le discriminant est nul, ici R1 moins R2, en fait, ça vaut 0. L'équation que vérifie Z, ouais, elle est plus simple, c'est Z seconde égale 0. Y est solution de E si et seulement si Z seconde égale 0. Donc ça veut dire que pour tout t appartenant à R, ben, Z' de t est en fait une constante, donc je vais l'appeler C, peu importe. Et maintenant que j'ai ça, eh bien, pour trouver Z, Z est une primitive de C, donc pour tout t appartenant à R, Z de t va s'écrire comme C fois t plus une autre constante. Ok.
Et encore une fois, maintenant, pour retomber sur ce qu'on veut, on multiplie par exponentielle. Oui, alors quelque chose que je n'ai pas dit, c'est ici, z, c'est y de t exponentielle moins r0t. Il y a une seule solution à mon équation caractéristique, donc c'est elle que je prends dans mon exponentielle. Du coup, y de t eh bien, va s'écrire comme ct plus k exponentielle r0t. Alors, ce n'est pas une démonstration très rigoureuse que je viens de faire, c'est plutôt vous donner l'idée de la démonstration. Ce qu'on retient, c'est qu'en fait, on arrive à résoudre cette équation d'ordre 2 en se ramenant, en fait, en posant une autre fonction, on se ramène à une équation d'ordre 1 que vérifie z'. Voilà comment on fait. Encore une fois, allez regarder la démonstration dans votre poly. Et par contre, il faut que vous appreniez maintenant ce théorème en fait. Ce théorème vous dit les solutions, elles sont entièrement déterminées par les solutions d'une équation polynomiale qu'on appelle équation caractéristique. Bien voilà, maintenant il faut connaître ce théorème et savoir l'appliquer. Maintenant, on va regarder un deuxième théorème, enfin le deuxième théorème qui va nous donner les solutions cette fois mais à valeur réelle. Donc on suppose ici que A et B, ce sont des réels. Donc votre équation caractéristique, c'est, je le rappelle, r carré plus AR plus B égale 0, mais avec A et B qui sont des réels. Okay, et on cherche les solutions de H2 qui sont à valeur réelle. Donc oubliez l'exponentielle complexe ici. Alors, en fait, il va y avoir 3 cas. Je vais commencer par énoncer le théorème, après on va essayer de comprendre d'où il sort. Premier cas, c'est si le discriminant de mon équation caractéristique est strictement positif, je sais que j'ai deux racines réelles, R1 et R2, et les solutions, elles sont entièrement données, elles sont entièrement caractérisées par ces solutions de l'équation caractéristique, c'est-à-dire ce sont les fonctions qui à t associent C1 exponentielle R1t plus C2 exponentielle R2t. Attention ici, là on a quelque chose qui a valeur réelle, et du coup également vos constantes, elles sont réelles ici. Okay, ça ressemble exactement à ce qu'on avait énoncé précédemment, à ceci près qu'on a quelque chose qui va dans R. Deuxième cas, c'est si le discriminant il est nul. Dans ce cas-là, on a une seule racine. Et les solutions, mais c'est la même expression que précédemment, c'est-à-dire les fonctions qui à t associent C1 plus C2t exponentielle R0t avec C1 et C2 qui sont réels. Donc c'est la même chose que ce que j'ai énoncé précédemment, à ceci près que tout ça, c'est réel, okay, pour n'importe quel t réel. Et enfin, le dernier cas, celui qui diffère par rapport à l'autre théorème, c'est le cas où le discriminant il est strictement négatif. Là, vous savez que vous n'avez pas de racine réelle, que votre équation n'admet pas de solution réelle, mais par contre, le polynôme admet deux racines complexes conjuguées. Alors, notons-les R plus I oméga et R moins I oméga, c'est-à-dire je donne leur forme algébrique. Okay, avec R et oméga dans R, et bien dans ce cas, les solutions sont de la forme, ce sont les fonctions qui à t associent C1 cosinus oméga t plus C2 sinus oméga t exponentielle RT. Donc faites bien attention, ici R c'est la partie réelle, c'est pas le module. J'ai vu des élèves se tromper plein de fois là-dessus. Ici c'est bien la forme algébrique qu'on connaît sur les complexes et non pas la forme exponentielle. Oméga ici, c'est la partie imaginaire de cette racine et moins la partie imaginaire de celle-ci. C1 et C2 sont encore une fois réels, donc on a bien quelque chose ici qui est réel. On va essayer de comprendre d'où vient ce théorème. En fait, je ne veux pas le démontrer en détail, tout ça c'est encore une fois dans votre poly. Par contre, je vais essayer d'expliquer un peu d'où ça sort, pourquoi il y a du cosinus et du sinus qui apparaissent là dans le cas où le discriminant est strictement négatif. Et puis quel est le lien avec le théorème précédent? Parce que bien sûr, il y a un lien avec le théorème précédent énoncé dans le cas complexe. Encore une fois, ceci, c'est plutôt pour les curieux, et puis c'est dans votre poly, vous pouvez aller voir votre poly. Si vous préférez reprendre la suite du cours, vous pouvez aller directement à la minute 24 et 25 secondes. Alors, on va faire une première remarque fondamentale, là, que j'ai écrite ici, c'est si y est solution de H2, complexe, c'est une fonction complexe solution de H2, eh bien partie réelle de y, elle est aussi solution de H2. En effet, si je prends la partie réelle de y seconde plus ay' plus by, comme ça vaut 0, eh bien la partie réelle, elle est nulle. On a donc la partie réelle de y seconde plus a fois la partie réelle de y' plus b fois la partie réelle de y égale 0, par linéarité.
Bon, mais rappelez-vous que si j'écris y comme partie réelle de y plus i partie imaginaire de y, eh bien en dérivant et par linéarité, j'obtiens que y' c'est partie réelle de y' plus i partie imaginaire de y'. C'est-à-dire qu'en fait, la partie réelle de y', c'est la partie réelle de y'. Ok, hop, je vais l'écrire. La partie réelle de la dérivée de y, c'est la dérivée de la partie réelle de y. Donc en fait, ceci, c'est partie réelle de y seconde. Donc j'ai cette égalité. Hop, partie réelle de y seconde plus a partie réelle de y plus b partie réelle de y égale 0. Eh bien, c'est bien ce que j'ai dit, c'est-à-dire que partie réelle de y, cette fonction-là qui est à valeur réelle, eh bien, elle est solution de H2 si y est solution de H2. Et réciproquement, si vous prenez y une solution réelle de H2, la question c'est est-ce que vous pouvez l'écrire comme la partie réelle d'une solution de H2 ? Ici, une solution de H2. Bah, la réponse est oui, puisque comme y est réel, bah, je peux toujours écrire y comme partie réelle de y. Eh bien, de ces deux points, ce que j'en déduis, c'est que les solutions réelles de H2, sont très exactement les parties réelles des solutions complexes de H2. C'est-à-dire que les parties réelles des solutions complexes, ce sont des solutions de H2, mais qu'en plus, ce sont les seules. Donc en fait, maintenant, pour trouver les solutions réelles de H2, eh bien, il suffit de résoudre dans C, en fait, notre équation homogène, enfin, trouver les solutions complexes de H2, et ça, on sait le faire, c'est le théorème précédent. Puis de prendre les parties réelles. Alors ici, je vais le faire que dans un cas, en fait, celui où il y a le cosinus et le sinus qui apparaissent pour comprendre pourquoi. Mais les deux autres, vous pouvez aller regarder, ils sont dans le poly aussi. Donc on trouve les solutions complexes de l'équation homogène, puis on prend leur partie réelle, dans le cas où le discriminant il est positif. Vous savez qu'il y a deux solutions réelles, deux racines réelles à l'équation caractéristique, enfin au polynôme caractéristique. Et je prends juste les parties réelles des solutions. Donc en fait, ça va revenir à prendre les parties réelles des constantes en fait, qui paramètrent l'ensemble des solutions. Et pareil pour delta égale 0. Donc je vous invite à aller regarder et attardons-nous sur le cas où le discriminant il est strictement négatif. Dans ce cas-là, on sait, donc on a quand même une équation, rappelez-vous, la caractéristique, hop, qui n'admet pas de solution réelle, mais A et B sont réelles, donc on a deux solutions complexes conjuguées, que je vais noter R plus I oméga et R moins I oméga, exactement comme dans l'énoncé de notre théorème. Et donc en fait, l'idée, C1 et C2 sont complexes, hein. A priori, là, ce sont les solutions complexes de H2 que j'ai données ici. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est trouver les parties réelles de ces solutions. On va commencer par sortir l'exponentielle RT, puisque R est réel. Donc c'est exponentielle RT facteur de ceci. Et ensuite, je vais écrire l'exponentielle complexe à l'aide du cosinus et du sinus. Donc à l'aide du cosinus et du sinus, j'obtiens exponentielle RT facteur de C1 facteur de, là j'ai remplacé exponentielle i oméga t par cos oméga t plus i sinus oméga t. Et là, exponentielle moins i oméga t par cos moins oméga t, mais donc cos oméga t puisque cosinus est pair, et sinus moins oméga t, et, enfin plus i sinus moins oméga t, donc je sors le moins puisque le sinus est impair. Et donc en factorisant, en fait, j'obtiens ceci. Et voilà, maintenant, en fait, je dois prendre la partie réelle de YT. Alors, regardons un peu dans notre expression tout ce qui est réel. En fait, exponentielle RT, c'est réel. Cosinus oméga t, sinus oméga t. Si je prends la partie réelle de tout ça, par linéarité, c'est la partie réelle de mon premier terme plus la partie réelle du deuxième. En fait, exponentielle RT, lui, c'est réel, je le mets devant. C'est facteur de la partie réelle de C1 plus C2 fois le cosinus, plus la partie réelle de i C1 moins C2 fois le sinus. Et bien en fait c'est ça, ces choses-là je vais les renommer K1 et K2, des constantes qui sont cette fois-ci réelles. Et j'ai bien en fait quelque chose qui est de la forme donnée dans mon théorème. Ok, donc voilà d'où ça vient. Et je vous invite à aller regarder en détail toute la démonstration. Maintenant qu'on a les solutions de l'équation homogène, eh bien ce qu'il nous manque pour avoir les solutions générales de l'équation, les solutions de l'équation E2, eh bien c'est trouver une solution particulière.
Dans le cadre des équations différentielles d'ordre 2, on n'a pas de théorème du type méthode de variation de la constante. Alors sachez que ça existe, quelque chose qui prouve qu'il existe toujours une solution, mais on ne va pas le faire ici en PCSI. Par contre, ce que je vais énoncer, c'est comme pour l'ordre 1, c'est-à-dire un certain nombre de recettes pour trouver nous-mêmes à la main une solution particulière. Donc la première, en fait, ce sont les mêmes recettes d'ailleurs que pour l'ordre 1. Si le second membre est une constante, on va chercher une solution particulière sous la forme d'une constante. Si le second membre est polynomial, on va chercher une solution particulière polynomiale. Si le second membre est du type exponentiel alpha t, eh bien, alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Si alpha n'est pas racine de l'équation caractéristique, eh bien, on va chercher une solution particulière sous cette forme-là, lambda exponentielle alpha t. Par contre, si alpha est une racine simple, on va chercher une solution particulière sous la forme, alors il faudra le retenir ici, si c'est racine simple, on rajoute un t, donc c'est lambda t exponentielle alpha t. Et donc ça, c'est une racine simple. Et dans le cas où alpha est une racine double, eh bien là, il va falloir chercher une solution particulière sous la forme lambda t carré exponentielle alpha t. Enfin, si vous avez A et B qui sont réels et votre second membre qui est du type sinus oméga t ou cosinus oméga t, comme pour l'ordre 1, vous allez chercher quelque chose qui est une combinaison linéaire de sinus et de cosinus oméga t. Donc une solution particulière sous la forme lambda cos oméga t plus mu sinus oméga t. Ou alors, pour aller plus vite, on peut trouver une solution particulière complexe, une solution dont le second membre, en fait, c'est exponentielle i oméga t, puis de prendre la partie réelle si c'était en fait cos, ou la partie imaginaire si en fait c'était du sinus. Voyons tout de suite un exemple de résolution d'équation. Alors, on va faire un petit exemple pour mettre en pratique ce qu'on vient de voir. Je vais vous demander de trouver les fonctions à valeur réelle, vérifiant sur R, y seconde moins y' moins 6y égale 1. On va commencer par écrire qu'on se place sur R pour éviter de quantifier à chaque fois. Et la première étape, c'est la résolution de l'équation homogène, qui est ici y seconde moins y' moins 6y égale 0. Alors on a dit, première étape, on va résoudre dans C l'équation caractéristique associée. Donc ici, r carré moins r moins 6 égale 0. Quand je calcule son discriminant, je trouve 25. Elle admet donc deux solutions réelles. Si je les calcule, moins 2 et 3. Eh bien ça y est, je vais pouvoir donner les solutions de l'équation homogène d'après le théorème. Les solutions de h sont les fonctions de la forme qui à t associe c1 exponentielle moins 2t plus c2 exponentielle 3t, avec c1 ici qui sont des constantes réelles puisqu'on cherche les fonctions à valeur réelle. On va s'intéresser maintenant à la recherche d'une solution particulière. Alors à noter que ici, votre second membre, c'est une constante, donc je vais chercher une solution particulière constante. Donc je l'appelle yp, j'appelle yp la fonction qui à t associe k. À noter que cette fonction, elle est bien c2. La dérivée et la dérivée seconde, elles sont nulles. On va chercher, c'est une condition suffisante sur k, pour que yp soit solution. Donc on veut, pour tout t, c'est-à-dire yp seconde de t moins yp' de t moins 6yp de t égale 1. C'est-à-dire, si je remplace ici, ça c'est nul, ça me donne moins 6k égale 1. Ce que je vais écrire, c'est il suffit, c'est une condition suffisante qu'on cherche, que k égale moins 1 sixième. Ainsi, la fonction qui à t associe moins 1 sixième est solution de E. J'ai résolu mon équation homogène et j'ai trouvé une solution particulière de E, je vais pouvoir donner l'ensemble des solutions. Les solutions de E sont les fonctions de la forme qui à t associe c1 exponentielle moins 2t plus c2 exponentielle 3t moins 1 sixième, avec c1, c2 des constantes. On va passer maintenant à un petit exercice. Je vais vous demander de faire ce travail, mais seul, en mettant pause dans la vidéo. Donc ici, l'énoncé, c'est trouver les fonctions à valeur réelle, solution sur R de y seconde moins 2y' plus y égale cos de t. Donc allez-y, mettez pause dans la vidéo et on reprend tout de suite avec le corrigé. Alors, première étape, déjà on commence par écrire on se place sur R. Et la première étape, c'est la résolution de l'équation homogène associée, qui est y seconde moins 2y' plus y égale 0. L'équation caractéristique, c'est r carré moins 2r plus 1 égale 0. Et on ne calcule pas le discriminant ici, on reconnaît l'identité remarquable r moins 1 au carré. Donc on a tout de suite une unique solution qui est 1. Ainsi, d'après le théorème,
Les solutions, ce sont les fonctions de la forme qui à t associe C1 plus C de t exponentielle de 1 fois t, donc t, avec C1 et C2 des constantes réelles, puisqu'on cherche les fonctions à valeur réelle. Maintenant, on va chercher une solution particulière. Ici, on a quelque chose en cos de t comme second membre, donc on va chercher une solution particulière de la forme yp, la fonction qui à t associe lambda cos de t plus mu sinus de t avec lambda et mu des réels en fait qu'on va justement essayer de déterminer pour que ce soit bien solution. Alors cette fonction là elle est bien dérivable, enfin C2 même. La dérivée nous donne ceci et la dérivée seconde nous donne ceci. Ce qu'on veut c'est cette relation, yp seconde moins 2yp' plus yp égale cos de t, c'est-à-dire vous remplacez par ce que vous avez calculé ici. Et pour avoir cela, il suffit que, pensez bien qu'il nous faut juste une condition suffisante, quelque chose des lambda et mu qui conviennent pour que yp soit solution. Donc je me retrouve à résoudre ce système et je trouve que lambda égale moins 3 sur 25 et mu égale moins 4 sur 25 conviennent. C'est-à-dire que si je prends lambda et mu comme ceci, eh bien yp sera bien solution. Ainsi, la fonction qui à t associe moins 3 sur 25 cos de t, moins 4 sur 25 sinus de t est solution de E, et je peux enfin donner l'ensemble des solutions. Les solutions de E sont les fonctions de la forme qui à t associe C1 plus C de t exponentielle t, moins 3 sur 25 cos de t, moins 4 sur 25 sinus de t. Voilà ce que vous avez dû trouver avec C1 et C2 des constantes réelles. On va finir cette vidéo et commencer par énoncer le théorème qui nous donne les solutions générales de l'équation. Et bien donc les fonctions solutions de l'équation E2, ce sont les fonctions qui vont s'écrire sous cette forme. Y égale YH plus YP, où YH c'est une solution de l'équation homogène, donc on connaît les solutions de l'équation homogène grâce à notre théorème, elles sont paramétrées par deux constantes, et YP c'est une solution particulière de E2. Donc là il y a un sous-entendu dans ce théorème qui dit qu'en fait il existe toujours une solution, que E2 admet toujours des solutions, et qu'il suffit d'en trouver une pour avoir l'ensemble des solutions. Okay. Et on a vu ensemble que dans le cadre des équations différentielles d'ordre 2, pour trouver une solution particulière, on utilise en fait les recettes qui dépendent du second membre. Enfin, on va énoncer, comme dans les équadifs d'ordre 1, le théorème qui nous donne les solutions du problème de Cauchy. Alors on considère le problème de Cauchy suivant. On a une équadif d'ordre 2 à coefficient constant, mais on n'a pas que ça, on a également en fait deux conditions, une sur y et une sur y'. Y de t0 égale y0, donc on connaît un point par lequel passe notre fonction qui doit être solution, et on a aussi y' de t0 égale v0. Alors pourquoi deux conditions cette fois pour avoir une unique solution ? Eh bien parce que quand on résout l'équation homogène, on a vu qu'il y avait deux paramètres C1 et C2. Donc on va avoir besoin de deux équations afin de fixer ces deux constantes en fait. Alors dans la pratique, en fait, vous allez le voir, quand vous cherchez d'abord les solutions de l'équation ici, okay, vous allez avoir deux constantes, et en résolvant ici ce système qui a deux équations, deux inconnues, vous allez voir que à chaque fois on a un unique couple solution qui va nous fixer C1 et C2. Donc le théorème nous dit qu'il existe une unique fonction qui vérifie ces trois conditions, donc ce problème de Cauchy. Interprétation physique, en mécanique du point, l'équation du mouvement, elle ne suffit pas à déterminer la trajectoire de l'objet. En fait, on a besoin d'avoir des conditions initiales, hein, c'est ce qu'on avait vu aussi pour l'ordre 1. Donc la position initiale, ça correspond à y0. Et en fait, la deuxième condition qui porte sur y', c'est en fait la vitesse initiale, si vous interprétez ça physiquement. Voilà.